RCN. Le son de la différence. Ah, Paris, la ville des plus grands restaurants et des meilleurs chefs au monde. Ah, rien, saumon grillé pour la deux. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être l'un des leurs. Vous vous dites sans doute que c'est un drôle de rêve pour un rat. Mais j'ai toujours pensé qu'en travaillant dur et avec un peu de chance, tôt ou tard, mon talent serait enfin reconnu. Attrapez-le. Vous vous rendez compte de ce qui se passerait si quelqu'un apprenait qu'il y a un rat dans notre cuisine? Allez, ouf! Emmenez-le! Ou poubelle, commis! Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi qui me suis permis des fantaisies avec les épices. J'ai besoin de ce boulot. J'en ai perdu tellement. Je ne sais pas faire la cuisine et en plus maintenant, voilà que je parle à un rat. Comme si... Tu as hoché la tête? Tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas faire la cuisine, mais toi, tu sais, hein? Bon, ça va, ne fais pas le modeste. Depuis quand les rats sont modestes? Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 et comme vous avez pu l'entendre en introduction, oui, la bande-annonce de Ratatouille, car ça va être un sujet assez vaste, assez complexe même peut-être d'une certaine manière. Le rat au cinéma. Le rat au cinéma, exactement. Donc c'est pour ça que là on a Antoine. Bonjour Antoine. Oh, bien, très bien. Allez, non, on va parler de la cuisine. La cuisine au cinéma, élément essentiel bien évidemment dans nos vies, mais également donc forcément au 7e art. Et qui de mieux que la 8e merveille du monde pour nous en parler? Ah, la bonne chair. Hein? Bah oui, il y a que ça de vrai dans la vie en fait. Une petite boostify. Bah un peu d'ail, un peu de poivre et puis la vie est belle. Les petits rôtis. Ah oui, les rôtis, les pâtés de cerf. Ah, ça c'est un film que je connais. Les Visiteurs. Antoine est réveillé, donc il est avec nous. Et donc on va donc commencer tout simplement cette émission par présenter déjà cette cuisine. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est un lieu essentiel dans nos vies, mais c'est également forcément un lieu essentiel aussi dans le milieu du 7e art. C'est un lieu omniprésent. L'omniprésence du lieu qu'est la cuisine, il faut quand même le consacrer, c'est qu'on le voit partout dès le début du cinéma jusqu'à encore maintenant. Récemment, il y a encore eu un film avec Stephen Graham qui revient en tant que chef cuisinier, donc en plus on a le milieu qui est forcément très important là-dessus. Mais c'est vrai que ce soit dans le film d'époque, on a eu notamment un film avec Grégory Gadebois aussi également cette année sur la naissance de la restauration en France juste après la Révolution française. On a forcément aussi dans le milieu de la SF, je pense à cette petite scène de cuisine dans Alien avec John Hurt. Oui, ils cuisinent des personnages. Oui, enfin ils cuisinent leurs émotions. C'est ça, voilà, au micro-ondes dans l'estomac. Même que ce soit traditionnel, on a par exemple bon nombre de films, même des films qui sont plus orientés comédie, comme par exemple on peut retrouver les films de j'ai oublié son nom, de Louis de Funès, il y en a énormément. Mais oui, le grand restaurant. Il y a le grand restaurant, l'aile il y a ou la cuisse, l'aile ou la cuisse, même la soupe aux choux. Même la soupe aux choux, bien sûr. Ou encore, il est même chef coq dans John Clement Debson avec Jean Gabin. Oui. En 1962. Donc en fait, ouais, c'est un acteur qui a interprété beaucoup de personnages en fait qui sont reliés au milieu de la cuisine. Mais ce qui est très intéressant en fait avec ce genre de personnages que l'on peut voir en France, notamment également dans Salé Sucré. Oui. On voit surtout cette force, surtout dans le cinéma français en fait, de confronter en fait la vraie cuisine traditionnelle, la vraie cuisine à l'ancienne, et confronter en fait le côté industriel en fait. Bah oui, constamment. L'essence même du film L'aile ou la cuisse d'ailleurs notamment. Et c'est pas, et pour le coup, j'ai envie de dire que c'est pas forcément inhérente au cinéma français. Oui. C'est vraiment tous les cinémas du monde. On voit avec le Festin de Babette au Danemark, aux États-Unis, ils adorent aussi parler de cuisine. En Angleterre, le Festin de Babette au Danemark, qui revient sur l'histoire même d'une ancienne cuisinière en France qui a fui la Commune et qui se retrouve au Danemark. Tout à fait. Donc il y a encore une relation quand même avec la France. Encore une petite relation avec la France, mais après c'est plus les clichés contemporains liés au XXe siècle que réellement ce qui se passe réellement, parce que on va passer rapidement sur l'évidence. Nous avons besoin tous de manger à peu près au moins une fois par jour. Non, sans déconner. S'il vous plaît. Si, c'est vrai. Ah oui, j'ai mangé déjà, oui. Non. Eh oui, tu as mangé déjà.
Et il se trouve que la cuisine est très souvent dans n'importe où le lieu le plus visité en fait, quasiment. On parle à la chambre où on pionce, mais du coup faire du cinéma sur quelqu'un qui dort pendant 2 heures, c'est moins intéressant. En revanche, faire quelqu'un qui fait de la cuisine ou qui mange pendant 2 heures, ça raconte énormément plus de choses. Et effectivement, la cuisine au cinéma est une évidence en fait. C'est aussi évident que de respirer, que de respirer, en fait. Oui, c'est un élément primordial. Primordial, et c'est pour ça qu'il n'existe absolument aucun pays du monde qui n'ait fait du cinéma, qui n'ait pas abordé la nourriture dans son cinéma. Je pense tout simplement, en janvier dernier est sorti Lutzouf, le premier film maltais que j'ai vu de ma vie. Ça parle de poisson, c'est aussi quelque part, c'est de la cuisine. Oui. C'est la nourriture, c'est central, ça permet tout simplement de vivre. Mais je pense qu'il est quand même important de rappeler ces évidences pour montrer que le cinéma a bien compris la force du sujet duquel il espère s'emparer. Même Batman de Matt Reeves, à un moment donné, Bruce Wayne mange. Il mange très peu, mais il mange. Ça arrive très peu de voir Batman manger. C'est con à dire. C'est Alfred qui lui ordonne de manger quand même, parce qu'il est un peu palo. Ah oui, pour garder les gros muscles, il faut manger, monsieur John Wayne. Exactement. John Wayne? Bruce Wayne. C'est pareil. Je voulais faire la blague. Sauf qu'il y en a un qui s'est planqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Je dirais pas qui c'est. Celui qui a fait croire que le Vietnam avait gagné. Oui, c'est vrai. Avec les bérets verts. Donc oui, c'est vrai que la cuisine au cinéma, c'est très important. Et il y a différentes cuisines aussi au cinéma que l'on peut retrouver, notamment par exemple les pizzerias, chose que l'on montre très très bien aussi également Spike Lee dans Do the Right Thing. On en voit également aussi forcément le côté salé, mais aussi le côté sucré avec les pâtisseries. On le voit formidablement bien aussi dans les Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, ou encore même le chocolat avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Très bon chocolat. Enfin, oui, forcément. Mais en fait, voilà, c'est aussi l'art culinaire, forcément, c'est sur tellement de choses, et sur différentes contrées, sur différents styles, sur la façon dont on peut trouver d'ailleurs des recettes qui nous sont proposées d'ailleurs dans le cinéma. On en a déjà eu pas mal aussi, par exemple Ratatouille qui a été utilisé dans la bande-annonce. Dans le film, on apprend à faire notamment 3 recettes. Il y a donc les pâtes, comment bien faire les pâtes, faire une soupe aux légumes, et même la fameuse ratatouille en fait. Et oui, et la ratatouille qui est un plat qui doit être extraordinairement exotique pour les anglo-saxons, qui nous rappelle pas forcément les meilleurs souvenirs de la cantine, mais oui. Et c'est vrai qu'une bonne ratatouille, c'est souverain, il faut le dire, il faut savoir la faire aussi. Savoir la faire. Même par exemple dans Le Parrain de Francis Ford Coppola, par exemple, on apprend aussi que pour réussir d'excellents spaghettis ou boulettes de viande, il faut rajouter en fait également dans la sauce tomate un élément essentiel, le vin rouge. Et oui, le vin rouge. Toujours un petit peu de vin rouge. Et n'oublions pas aussi que dans Les Affranchis, on nous apprend que il faut couper l'ail si fin qu'il fonde. Ils font l'oignon si fin qu'il fond dans la poêle. Ouais. Scène qui se déroule d'ailleurs en prison, et il coupe l'oignon en petites lamelles avec une lame de rasoir. Absolument. On fait avec ce qu'on a, système D. Mais ce qui est très intéressant avec la cuisine, c'est que dans les films, on peut se contenter juste de montrer des personnages manger un tout petit peu. Généralement, on en reparlera plus en profondeur après, mais ce sont des moments plus calmes. Mais ça peut être aussi toute une articulation à partir de la pêche, de l'agriculture, amener les produits, les nettoyer, les découper, les préparer. Donc il y a une ramification, il y a une famille en fait de films et de scènes possibles avec la cuisine au cinéma. La cuisine peut être un élément issu en 3 actes en fait, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la chasse, la pêche ou la cueillette, puis la cuisine et enfin le repas. Absolument, et des films sur la pêche ou la chasse, il y en a plein. Enfin, je pense à il y a Riz amer sur la récolte du riz. Un autre film dont j'ai oublié le nom qui se passe qui fait 1948, Paisa, je crois. Paisa, exactement. Paisa sur la pêche, et aussi donc Stromboli sur la pêche également. Paisa de Vittorio De Sica, si je ne dis pas de bêtises. Je crois aussi, et Stromboli de Rossellini. Oui. De Vittorio Verdi. Non. Dis donc, on a gardé nos gammes de cinéma italien, dis donc, c'est pas mal. Alors, ça finit par I, on peut pas se tromper. Oui, ce qui est très important aussi, donc forcément de parler de la cuisine, c'est les rôles qui sont reliés à la cuisine. On trouve par exemple le serveur, la serveuse, notamment dans Alice n'est plus ici, film de Scorsese, film de commande qui a été réalisé par Scorsese. Le chef gastronome aussi, qui est très très important, que ça soit dans différents films. Notamment Vatel, avec Depardieu. On a Le goût de la vie, ou encore même Ratatouille, bon exemple, parce que ça permet de montrer aussi
comment cuisiner aux enfants en fait. Parce que finalement, on parle toujours du principe que Pixar est de l'animation et c'est des films pour enfants, mais il y a toujours bien évidemment cette double lecture très propre à leur cinéma, et c'est vrai que Ratatouille joue encore là-dessus. Un lieu où le rapport hiérarchique établi et le talent est mis en évidence, ça c'est quelque chose de très essentiel dans le milieu de la cuisine, dans le milieu professionnel de la cuisine, et qui se répercute forcément au cinéma. Chose que l'on voit notamment par exemple dans Le Festin chinois, le film de Choi Ark, qui est un film finalement qui se déroule on va dire à peu près autour d'un concours en fait où deux restaurants sont en jeu, et forcément le chef cuisinier, il nous faut le chef absolu pour gagner ce concours, donc ils vont retrouver limite un ancien clodo en fait qui avait fait un tournoi il y a des années de cela et qui était très bon, qui était très excellent, qui connaissait la cuisine traditionnelle, et donc ils vont le remettre sur pied pour pouvoir bien évidemment faire ce concours quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit rapport sur le côté humour, slapstick, très très mis en évidence, notamment dans le cinéma chinois et hongkongais de cette époque-là. Mais c'est vrai que ça permet de montrer aussi une chose, la concurrence est sévère en fait. Ah oui, au sein de la cuisine, c'est bien connu, la concurrence est extrêmement violente même. Et le rapport hiérarchique est extrêmement présent. Oui, et c'est ce qui explique que le milieu de la cuisine actuellement est un des plus consommateurs de cocaïne au monde. Il faut le souligner, avec les marins-pêcheurs aussi. Ah, les marins-pêcheurs. Les marins-pêcheurs apparemment se bourrent de coke parce qu'ils dorment très peu et ont un métier très physique. Oui, voilà, vous pouvez rapporter ça chez vous, c'est donné, c'est gratuit. Vous pouvez aller le vérifier par vous-même. C'était la minute culturelle de Antoine. Non, mais c'est vrai que la concurrence est sévère, et notamment entre chefs, notamment on le voit par exemple dans le film français La cuisine au bar, ou encore même dans Le Grand Chef, où c'est vraiment quelque chose où le poste est constamment mis en danger en fait. Oui, parce qu'il suffit d'une erreur pour être envoyé, pour être baissé dans la note du guide Michelin, ou au contraire récupérer 1, 2 ou 3 étoiles au guide Michelin. Et en fait, ça demande un stress, un travail, et du coup un stress énorme qui est très difficile à gérer, ce qui est très propice pour faire des films un peu thriller, polar. Exactement. Il faut arriver à ce point-là, coûte que coûte, et du coup on est prêt à écraser les ennemis, les concurrents. Ça peut être c'est propice à la fois au polar et à la comédie. Exactement, c'est surtout en fait très représentatif, je pense aussi de l'état, le point de vue social que peuvent subir ces personnels-là. En fait, à travers la pression économique aussi, et c'est vrai que c'est pas pour rien que aussi ce style de représentation est évidemment mis en évidence, parce que dans la vie de tous les jours, on a eu des histoires de chefs cuisiniers qui se sont suicidés, qui se sont qui ont été mis à bout et qui n'en peuvent plus et qui quittent même ce milieu. Hein. Ça arrive encore très très souvent. Hein. Ah bah oui, même dans les restaurants, la valse des chefs, pas forcément les grands restaurants, mais les petits boui-boui où un jour le chef il claque son tablier, c'est devenu une expression, hein, rendre son tablier, ça vient de là aussi. Donc c'est vrai qu'au cinéma c'est assez propice au drame de montrer que tout d'un coup une cuisine est mise en danger parce que le chef s'en va, parce que le chef n'est plus bon, parce que il faut changer, etc. Donc ça permet quand même une panel d'histoire qui est extrêmement large, donc très utilisée au cinéma. Et c'est aussi preuve du grand intérêt. Tout le monde s'intéresse quelque part à la cuisine. On a les films français sur la cuisine qui passionnent, les émissions télévisuelles qui passionnent les Français. Mais on a aussi aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Chine, en Inde. C'est toujours très intéressant la façon dont filme chaque réalisateur en fait comment quelqu'un cuisine. On le verra juste après cette émission, enfin cette première partie, pardon, pas cette émission, mais vous inquiétez pas, elle est en une seule partie. Non, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en fait ça montre aussi comment chacun a une définition propre de la cuisine et forcément de la culture culinaire aussi en fonction de son propre pays et du coup de son propre cinéma, quoi. Mais il y a quelque chose qui de la grande cuisine qui rapproche un peu toutes les cultures. Oui. Ou qu'on soit en Extrême-Asie, en Europe ou en Amérique, effectivement, quand on commence... Comme j'en parlais aussi auparavant, le rapport hiérarchique. Le rapport hiérarchique. Très, très important. Et quand la cuisine commence à devenir sérieuse, c'est-à-dire qu'on travaille pour des gens riches, comme d'habitude, et ça, il n'y a pas beaucoup de cultures qui ne le connaissent pas, ce rapport hiérarchique-là. Effectivement, là, on commence à retrouver exactement les mêmes gimmicks, les mêmes réflexes, les mêmes façons de voir les choses, façons de voir la nourriture, qui sont quand même assez. On peut faire rapidement des parallèles.
Oui, et des parallèles, et puis surtout, forcément aussi par rapport à la condition de certains personnages. Ça me fait penser encore au film, donc le festin chinois de Choi Ark, où l'un des personnages principaux, en fait, est un ancien gangster. Il a envie de reprendre sa vie dans un droit chemin, et du coup va absolument faire un concours de cuisine pour en fait partir de Hong Kong, aller à Toronto dans un restaurant huppé. Donc il va même tricher durant ce concours. Il va se faire caler, donc il va repartir dans un autre restaurant, faire quelque chose de sa vie. Et il y a cette fameuse scène où en fait il va tomber amoureux en fait de la fille du propriétaire et tiens, il fallait bien voilà. ça. Et face au propriétaire en fait, face à la fille du propriétaire, il est tout penaud, il est tout content en même temps de dire hey, regarde, j'ai une promotion, je fais la plonge. C'est montrer aussi ce côté un petit peu décalé qui marche très très bien d'ailleurs chez Choi Ark, mais ça montre aussi cette manière en fait de représenter le milieu de la cuisine, parce que c'est un tout en fait. C'est un lieu de vie très 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 vivant en fait. Absolument, oui, je pensais, je cherchais le titre du film avec Bradley Cooper qui joue le rôle d'un chef cuisinier. À vif. Avec Omar Sy. Avec Omar Sy dedans, exactement. Pourquoi je me rappelle? C'est dingue, bravo. et qui, lui, pour le coup, essaye d'avoir des étoiles, mais c'est pas du tout une comédie. Le film est au contraire à vif, justement, constamment sur les nerfs. La moindre erreur se paye. Il essaye de retrouver des anciens ennemis pour l'aider. Et en fait, c'est là on se rend compte que le fait la concurrence au sein de la cuisine est vraiment mortelle. Enfin, elle est extrêmement violente. Et il y a toujours constamment des scènes, on voit le personnage trembler, il y arrivera pas. C'est pas forcément le meilleur film qu'on ait pu voir sur la cuisine, mais c'est vrai que ça réactualise la violence des cuisines actuellement. La cuisine actuellement. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Après, on peut le voir dans les émissions culinaires. Hein, c'est pas exactement du cinéma, mais bon, à la télé, on a quand même beaucoup d'émissions comme Top Chef qui parlent de cuisine et qui montrent quand même que c'est du boulot. C'est énormément de boulot, et ça permet aussi de montrer aussi à quel point certaines personnes tombent dans cette facilité aussi de l'industrie agroalimentaire, donc dans le côté très industriel, chose que le montre très très bien aussi. L'aile ou la cuisse, mais aussi je pensais donc en faire une transition, mais juste avant en fait donc Richard Linklater avec Fast Food Nation qui donc en fait montre en fait que toute une société agroalimentaire peut carrément définitivement changer toute une ville en fait, que ça soit du fin fond de l'Arizona ou autre. Mais c'est vrai que ça montre une force très intéressante en fait de comment tout peut chambouler en fait dans la vie de une personne qui essaye de monter au gradé dans la société de fast-food un tel, des jeunes étudiants qui sont complètement fauchés, qui donc travaillent 35 heures on va dire limite par semaine pour des clopinettes dans un restaurant de local du coin. Donc il y a un peu de tout en fait dans ce film qui permet de montrer aussi comment les conséquences sociales peuvent être terribles. Et c'est vrai que d'une certaine manière, dans la comédie, ça aussi passe très très bien, notamment dans la comédie française, que l'on a très bien vu avec L'aile ou la cuisse, avec cette fameuse scène où De Funès et Coluche infiltrent l'usine Tricatel et découvrent en fait notamment les os de poulet qui sont remplis de textures qui servent de bizarres. C'est où on voit que la cuisine reflète toutes les sociétés et les différentes sociétés parallèles. Donc la grande cuisine, grand restaurant avec qui coûtent des dizaines voire des centaines d'euros, et le petit McDo où on tombe directement dans les abus industriels, que ce soit pour la qualité, pour la quantité, pour le bien-être des clients, des employés, et en fait des animaux. Et des animaux aussi. Bien-être animal. C'est vrai que parler de cuisine sans parler des animaux et de la souffrance animale qui est souvent inhérente. C'est pour ça que je vous conseille notamment Fast Food Nation de Richard Linklater. Il est temps de parler donc de la cuisine au cinéma, et surtout que c'est un lieu élémentaire et sociologique. Car oui, la cuisine est un lieu propice à l'affrontement, que ça soit visuel
ou physique. Alors, par exemple, visuel. Bon, je vais tricher un petit peu, mais par exemple, dans Hit de Michael Mann, cette fameuse première confrontation, donc entre De Niro et Pacino, donc ce sera l'une des deux, seule et unique, durant tout ce film. La dernière sera fatale. Se déroule dans un diner. Certes, c'est pas la cuisine, c'est dans un diner, donc c'est juste à côté de la cuisine, quoi. Mais elle est très physique. Elle peut l'être beaucoup plus, notamment dans les cuisines de grands restaurants, comme on peut le voir notamment dans The Raid 2. Très belle scène de chorégraphie et de baston. D'ailleurs, film que je conseille absolument, qui est un très très bon film. Tu l'as vu, Antoine? Non, pas Raid 2. Bah, ni le 1 d'ailleurs. Ah, mince. Enfin, si, j'ai vu Raid, mais c'est avec Danny Boone. Non, j'ai pas vu. Je plaisante. J'avais oublié ce film. Quelle grande carrière, Danny. Mais on a aussi une scène beaucoup plus représentative aussi dans un affrontement physique, c'est dans Jurassic Park. Ah oui. Les deux enfants face aux raptors, c'est dans une scène de cuisine. Parce que les enfants ne veulent pas se faire cuisiner par les raptors. Oui. Mais c'est surtout qu'ils vont réussir à jouer en fait avec les effets de miroir. Avec les effets de miroir, se planquer dans les fours, jouer avec des murs les en inox, frigos. voilà, des fameux murs en inox qui permet en fait de tromper les fameux raptors. Ah, mais il n'est pas totalement impossible qu'on en parle en toute dernière partie d'émission de cette scène. J'en Très reparlerai. Bien. Luc Besson a également fait une scène qui se déroule en cuisine avec Nikita. Une scène de fusillade. Je me souviens plus. C'est pas grave. Bien l'avouer, je m'en souviens plus. C'était du name dropping comme ça, au pire on en reparlera. Mais il y a d'autres moments aussi qui sont plus ou moins intimes aussi également dans la cuisine. Et là, big up à Seb parce que il y a une scène qui est très représentative dans le film, dans le cinéma de Clint Eastwood, Sur la route de Madison. Ah oui. Cette fameuse scène de premier baiser entre donc Meryl Streep et Clint Eastwood se déroule dans la cuisine de Meryl Streep. Oui, absolument. Très belle, scène très magnifique, douce. très lente, qui est tellement touchante. Parce que c'est la cuisine quelque part, c'est aussi un moment de calme. On y fait souvent la cuisine seule. Il y a pas toujours de la musique ou beaucoup d'actions qui s'y passent. C'est un moment où effectivement l'être humain est en rapport avec lui-même de manière beaucoup plus profonde, plus métaphysique que par exemple où il est à l'extérieur et il doit interagir avec l'extérieur. En cuisine, il ne peut que interagir avec lui ou les aliments qui sont métaphysiquement une extension de lui-même quelque part. Exactement. Et du coup, on a toujours des scènes de cuisine qui sont plus rattachées aux sentiments, aux émotions que d'autres scènes qui sont plus en rapport avec d'autres êtres humains qui explosent, qui essayent de faire avancer le récit. Là, c'est quelque chose un peu plus posé, la cuisine, souvent, pas tout le temps évidemment, mais assez souvent. Et c'est vrai que construire une scène de cuisine, c'est créer quelque chose de toute pièce. On fait à manger, il y a donc un point de départ, les aliments, un point d'arrivée, on a bien mangé, on est content, on est rassasié, on a évité de mourir de faim. Ce qui, mine de rien, garde cette métaphysique-là, de nourrir, de sustenter, de continuer à vivre, mais en plus continuer à vivre par la gourmandise, le plaisir. Donc il y a toujours surtout le plaisir, il y a aussi cette notion de partage encore. De partage, donc, de discussion. Que ce soit d'un simple baiser ou d'une situation un peu plus olé, comme on peut le voir notamment aussi également dans Jackie Brown, entre De Niro et Bridget Fonda. Ou sinon, il y a bien évidemment d'autres films qui vont beaucoup plus loin, comme notamment dans La Grande Bouffe, ou encore... Oh là là, La Grande Bouffe. Il y a une histoire de beurre et de Marlon Brando aussi, dans un autre film. Oh là là là, nous dérapons. C'est un lieu... Brando aussi d'ailleurs. Oui, Brando, il a dérapé depuis très longtemps. Très longtemps. C'est un lieu qui représente également les excès de gourmandise. On peut le voir notamment dans un film absolument connu en France, Le Paris, avec Didier Bourdon et Bernard Campan, qui compensent donc leur manque de cigarettes par la bouffe. Oui, oh là là, mais c'est vraiment un des plus beaux maquillages corporels qu'on ait pu voir en France. De voir Bernard Campan et Didier Bourdon qui a gagné 150 faux kilos en quelques scènes, mais c'est là aussi on voit que la cuisine c'est quelque part une forme de drogue aussi. La nourriture, manger beaucoup, manger gras, puis ça peut être dangereux. Il y a souvent aussi des scènes de dégoût qui naissent de la nourriture. On peut le voir avec par exemple des scènes très cadrées, très serrées, avec des personnages qu'on n'est pas censé apprécier. Il y a souvent, on rajoute des bruits exagérés, des bruits de mastication, de croque, où on voit, où on remarque que la nourriture est complètement factice. Là, on rejoint le côté industriel dont on parlait tout à l'heure, et qui en fait permet de
Bah toujours de décrire le milieu culturel, l'émotion du moment, le personnage, si on doit l'aimer ou pas. Ce genre de scène, et comme tu le décris si bien, en fait, me fait forcément penser aussi à un film de Peter Jackson, la scène dans Le Retour du Roi, où donc Pipin commence à chanter. On lui ordonne de chanter, enfin le roi du Gondor lui ordonne de chanter, et le roi du Gondor se sustente à côté en mangeant, mais bien grassement, avec les grosses mastications. Peter Jackson en surjoue en faisant des gros plans sur les poulets qui commencent à se faire déchiqueter à la main par le roi qui mange de façon grossière en fait, mais c'est pour surinterpréter ce personnage en fait qui est absolument odieux en fait. Mais qui se fout de tout, qui mange alors que les autres crèvent de faim. Donc et qui a la guerre juste à côté. Il y a la guerre juste à côté, donc effectivement la nourriture permet d'accentuer certains côtés des personnages, de scènes, sachant que dans le Seigneur des Anneaux, il me semble que la nourriture est pas forcément ce qu'il y a de plus présent. Ils en parlent un petit peu, mais on les voit rarement manger, je crois. Oui, et puis en fait, oui, surtout qu'en plus dans le Tolkien, pour la communauté, c'est genre ils vont manger du pain elfique, puis c'est bon, puis voilà. Oui, je sais plus s'ils donnent des recettes de pain elfique, mais ils pourraient, hein. Ouais, ils pourraient. Avec un peu de tapenade comme ça. C'est bon, ce serait bon en plus. Je sais pas, je connais pas le pain elfique, Antoine. C'est à base de plâtre. Non mais la cuisine se noue également en fait de nombreux drames. Il faut également le signaler. Ça peut arriver par exemple à prendre la mort de quelqu'un. C'est d'ailleurs l'une des plus belles scènes qu'a réalisé, je trouve, Spielberg dans Il faut le soldat Ryan. Juste après cette scène de boucherie totale à l'introduction, on a cette fameuse séquence où en fait donc les personnes découvrent en fait qu'il y a plusieurs personnes au nom de Ryan qui sont morts en même temps et qu'il va falloir donc donner la mauvaise nouvelle à la famille. Et cette scène en fait où la mère que l'on voit vraiment subrepticement cachée derrière une vitre en train de faire la vaisselle, en train de faire la cuisine, et avec ce plan en fait où on voit la voiture arriver au loin avec une musique très très douce, très lyrique, très dramatique aussi d'une certaine manière de John Williams, qui permet aussi d'accentuer en fait la terrible nouvelle qui va arriver en fait à la famille, quoi. Ouais, c'est couper le personnage de son quotidien, c'est ça. De sa routine, quelque chose donc de calme, de maîtrisé. Et il y a un jeu d'ombre sur les vitres près de la lumière, la sortie en fait, la femme qui est cloisonnée derrière chez elle, alors que de l'autre côté c'est, on va dire, la liberté, les champs, mais finalement cette liberté, non, c'est faux en fait. Il y a rien. Mais en fait, ses enfants étaient en sursis et la voilà en fait continuellement en prison maintenant. L'attente terrible des nouvelles, et la nouvelle va arriver enfin. La nouvelle arrive. Et cette terrible. fameuse scène où elle se met à genoux juste après, quoi. Donc en fait, en très peu de temps, Spielberg, en même aucun dialogue, il le fait juste avec le travail du dialogue cinématographique, c'est-à-dire juste avec l'image, le traitement du montage et le choix des plans. Et je trouve que c'est formidable. Et c'est vrai que le choix de la cuisine aussi n'est pas non plus anodin et permet justement de renforcer ce côté routine, ce côté et la vie continue. Mais là, hélas, non, elle ne continue plus. Et la vie continue, et malheureusement aussi, parce que c'est le principe de faire de son deuil, et c'est peut-être l'une des scènes aussi les plus représentatives dans ce cinéma, c'est dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, cette fameuse fin où en fait donc ah mon Dieu, cette fin. Voilà. Cette fin où ils sont quand même en train donc de préparer le repas, ils vont manger et vont même chanter l'hymne national. Donc c'est quelque chose de très fort, de très puissant, parce que finalement c'est la perte de 2 personnes sur 4 qui sont partis à la guerre, et d'une veuve aussi. Donc on a aussi donc cette fameuse scène assez complexe, assez comment dire, qui fait mal en fait d'une certaine manière, parce qu'on le sait très bien, on a vu tout ce qu'a vécu les personnages, donc forcément c'est un peu cette conclusion très amère en fait de la situation. Donc c'est-à-dire ce que l'Amérique prend, l'Amérique donne aussi. Il y a une certaine manière donne, elle reprend. Voilà, ce que l'Amérique donne, elle reprend aussi. Pardon. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est une des fins les plus amères qu'on ait pu voir au cinéma, parce que quelque part ils arrivent à se retrouver. Le noyau n'est pas détruit en lui-même, le noyau du groupe d'amis, mais il y a eu des pertes totalement irréparables. Ah, pardon, il y a eu qu'un seul mort, c'est Christopher Walken. L'autre est vivant, mais il a perdu l'usage de il a perdu l'usage de ses jambes. Ouais. Et du coup, là-dedans, on trouve vraiment tout ce drame de l'Amérique qui se rend compte qu'elle n'aurait jamais dû aller au Vietnam, qu'elle avait les moyens de gagner, mais qu'elle n'en a pas réellement voulu, qu'elle n'a... Enfin, quelque chose c'est vraiment l'un des plus gros traumatismes de l'histoire récente des États-Unis. Et c'est représenté dans cette scène de cuisine qui n'arrive pas à être aboutie. On prendra aucun plaisir à manger, on va continuer à vivre, mais dans une amertume totale. C'est ça. Et c'est une des plus belles scènes du cinéma. C'est d'ailleurs un des plus beaux films de l'histoire du cinéma.
Michael Cimino est un bon réalisateur. Ah oui. Oh là là. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission qu'on a fait sur Cimino il y a quelques temps de cela, parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé en longueur de ce réalisateur qui est extrêmement intéressant. Mais pour revenir un peu plus sur la cuisine, en fait, c'est également un lieu propice au moment de calme où les personnages donc se connectent. C'est une spécialité de pas mal de réalisateurs, et notamment d'un réalisateur hongkongais, Johnny To, qui aime jouer sur la simple interaction et moment de grâce en fait. Énormément de films. Je crois qu'aucun film d'ailleurs de Johnny To, il n'y a pas une scène de repas ou de cuisine ou des gens qui sont en train de manger. On a ce genre de scène de réconciliation ou même on va dire de presque le dernier repas en fait avant une mission à risque ou avant une possible mort que l'on peut le voir par exemple dans Exilé. On peut le voir également aussi dans Vengeance de Johnny To avec un certain Johnny Hallyday qui d'ailleurs se apprend à faire enfin, est un chef cuistot, donc il sait très bien faire les pâtes, bolognaises, mais il va même préparer le repas de fin, de scène de fin. Dans Breaking News, également de Johnny To, on a donc une scène de prise d'otage, et la première demande des prises d'otage, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de donner d'avoir à manger, en fait. Donc ils vont essayer d'avoir à manger. PTU commence carrément dans un ramen shop, en fait. En plein Hong Kong, et en fait ça va être une scène assez intéressante parce qu'en fait elle est filmée sur le principe du rapport de force. Dans cette scène en fait qui est très très intéressante, c'est que il y a un côté très très intéressant, c'est-à-dire en fait au début de cette histoire, on voit donc qui va prendre son temps, en plus c'est un film qui va prendre son temps. On va voir donc un chef policier qui va donc atterrir dans ce ramen shop. Entre-temps, on voit qu'il y a des membres de la triade qui sont également sur une table à côté, en train de manger également. Et en fait, on voit un pauvre petit penaud en fait qui a été déplacé de temps en temps parce que forcément, ces gens de la triade, ils veulent cette table-là, donc on va déplacer là. Et puis après, il y a le chef de la police qui est là, donc on va essayer de redéplacer les autres personnes. Donc il y a ce rapport de force aussi sur les tables, en fait, parce que les gens veulent pas subir, par exemple, le froid de la machine à rafraîchir. Il y a toujours plein de trucs très intéressants, en fait, qui permet aussi de montrer comment on peut déplacer les gens aussi dans la cuisine, et finalement tout cela en fait va amener à ce que cette personne qui a été avec la chemise hawaïenne, qui a été déplacée au fur et à mesure du long et qui a toujours eu des excuses de la part du restaurateur, en fait ça va être une personne en fait qui va provoquer en fait la mort d'un des membres du gangster en fait et provoquer sa fuite en arrière. Donc en fait tout se retrouve en fait dans cette situation où le flic qui s'était fait en plus voler son arme à feu va devoir donc retrouver en fait se retrouver dans un dédale monumental et va passer une nuit absolument affreuse. Et PTU en fait va se dérouler à travers la suite de cette séquence-là qui se déroule en restauration. C'est très intéressant comme concept. Je trouve qu'en fait voilà, c'est la psychologie en fait de la domination de la table en fait. Donc c'est-à-dire qu'en fait tel ou tel personnage en fait va vouloir exiger cette table et va bouger en fonction et au fur et à mesure de cette chose. On retourne à la hiérarchie entre les individus. C'est ça, en fait. Tables et le lieu occupé. Par la cuisine. D'ailleurs, c'est une chose aussi que l'on peut retrouver notamment chez John Woo dans Hard Boiled, où donc il y a donc des gangsters en fait qui vont occuper le centre d'une table et qui vont se retrouver en fait embarqués dans une embuscade en fait tout simplement. Mais c'est toujours quelque chose de très intéressant en fait, et même dans un rapport de force qui ne l'est pas véritablement dans d'autres cinéastes. Par exemple, Coppola avec Le Parrain, cette fameuse scène où il se retrouve dans un resto qui est fermé avec le chef de la police et donc le chef Tattaglia et donc Michael qui va devoir donc assassiner les deux pour venger son père. Donc en fait, il y a toujours ce rapport, mais en fait le rapport de force, il est pas décliné ici. Il est décliné en fait par la mise en scène, c'est-à-dire qu'ils sont à égal sur la table, mais en fait le rapport de force, il est en fonction par rapport au plan de caméra que va choisir Coppola. Parce que Michael va se retrouver tout seul, isolé, la tête en bas, et en train de réfléchir sur l'acte, comment il va le faire, comment il va devoir agir, et donc comment il va devoir partir aux toilettes pour trouver l'arme cachée, et du coup, en fait, commettre l'irréparable. C'est ce qui va arriver, en fait. Donc, aussi, Coppola joue très bien là-dessus, quoi. Oui. Mais de manière différente. C'est de la pure mise en scène, mais qu'est-ce que c'est un vrai plaisir de voir ça, parce que c'est fluide, évident, on comprend tout de suite ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, et c'est un vrai plaisir de cinéma.
Mais c'est vrai que ça peut aussi, la cuisine peut aider à retrouver deux personnes. Je pense par exemple à la scène de fin de Convoi exceptionnel, le dernier Blier avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, qui en soi pas très bon. Ouais. Mais à la fin, ils ont improvisé une scène, et c'est quoi? C'est une scène où ils mangent un gros poulet et ils parlent de cuisine, ils parlent de nourriture, et effectivement, je trouve que c'est la meilleure scène du film, et c'est là où les deux personnages se retrouvent, où ils sont agréables, ils sont heureux d'être là, ils discutent. Et tu veux dire que Depardieu, en fait, parler de bouffe, ça le... Ah, mais Clavier aussi. Et là-dessus, ils sont géniaux tous les deux là-dedans. On les sent naturels, vivants, plaisants. Ils ont envie d'être là, ils ont envie d'en parler. Et c'est clairement la meilleure scène du film. Et on est heureux d'être là avec eux. Comme Johnny To en tant que cinéaste, en fait, l'amour de la cuisine se reflète par rapport à leur plan de caméra, à leur choix. C'est très... il y a un mouvement, en fait, c'est comme un ballet, notamment même dans Vengeance de Johnny To, qui est pas son meilleur film non plus, mais il y a comme un ballet, en fait, la façon dont par exemple, où est déposé les spaghettis, où est coupé les tomates. Il y a toujours, en fait, une façon dont il y a un rapport d'une certaine mise en scène très suave, en fait, derrière. Chose que fait différemment Choyer, par exemple. Choyer, qu'on a l'impression qu'il fait un manga quand il fait le festin chinois. C'est-à-dire que quand on voit la première fois que le chef cuisinier est remis sur le devant de la scène, la première fois qu'on le voit, on dit putain, c'est incroyable, c'est un immense génie, il est en train de découper les oignons comme ça en 2 temps 3 mouvements, il envoie les trucs en l'air, limite il les coupe en même temps, il les coupe par terre, il te fait le brochet en 2 temps 3 secondes, et en fait à la fin, comme je l'ai dit auparavant, c'est le repas est absolument dégueulasse. Mais ça montre aussi quand même cette façon de l'amour de la cuisine derrière, en fait, la façon dont les gens, en fait, préparent la cuisine. Et c'est une chose que fait c'est très très bien aussi Martin Scorsese. Tu l'as dit également, donc dans Les Affranchis, mais on le voit autant dans les fictions comme dans New York Stories même, que dans Italian American, son documentaire sur les origines italo-américaines qui se sont développées dans l'Est américain, et qui donc reprend aussi une partie du documentaire sur sa famille, qui a donc originaire de Sicile, qui a donc migré aux États-Unis, et donc revient aussi notamment cette séquence avec sa mère qui prépare les fameuses boulettes de viande, et tout est expliqué, comment est fait le repas, comment c'est ça, quelle est la recette chez les Scorsese, de comment faire le truc. Donc en fait, il va jusqu'à l'essentiel en même, en fait. La culture culinaire qui est originaire du pays aussi, c'est profondément identitaire. C'est très identitaire, et notamment avec l'Italie, ou les pays en règle générale, les pays d'Europe du Sud, qui sont très attachés à une tradition culinaire. C'est vrai que c'est pas forcément la cuisine suédoise qui est mise en avant dans les films américains ou autres. On en parle assez peu. Mais du coup, c'est vrai qu'en Italie, surtout aux États-Unis, il y a tout ce rapport à la cuisine qui est fondamental. Si aujourd'hui tout le monde mange des pizzas, ça vient surtout des États-Unis, qui ont adopté la culture italienne. Par rapport aux migrants italiens qui ont ouvert les premiers shops de pizzeria, de sandwicherie typiques d'Italie, en fait. Et encore une fois, effectivement, le cinéma reflète les réalités sociales et les évolutions sociales. Surtout la personnalité et la condition sociale. Alors, c'est vrai que du côté français, on peut voir Georges Lautner aussi dans ce style-là, par exemple. Ah, mais si on commence à rentrer dans le cinéma français et la cuisine, on n'a pas fini. On peut quand même faire un petit, parce que on aurait du mal à s'en passer, mais c'est vrai que dans le film français a une spécialité qui est le film de bouffe, de réunion de famille autour de la bouffe. Avec au minimum Lino Ventura dans le film. Et aujourd'hui, au minimum, il y aurait qui? Il y aurait Boringer, Depardieu, Kiberlin. Et en fait, on se retrouve autour de repas, une première fois pour s'engueuler, une deuxième fois pour se rabibocher. Mais c'est vrai que la moitié des films français, quasiment des comédies françaises, se passent à table, j'ai presque envie de dire. C'est fondamental. On n'imagine pas quelque part ne pas s'engueuler, ne pas se rabibocher autour d'un bon repas en France. Il faut dire, c'est pas systématique, mais c'est plus répandu qu'ailleurs. Il faut dire que certains cinéastes ont aussi cette passion, en fait, de la vie dans la cuisine, de la vie dans les bistrots et compagnie. C'est pas pour rien que Claude Sautet, notamment, a fait un film qui s'appelle Garçon avec Yves Montand. Parce qu'il passe son temps dans les bistrots. Il passe son temps dans les bistrots parce qu'en fait, il a vécu gamin dans les bistrots. Son père a tenu un bistrot, en fait, quand il était jeune. Donc, il sait très bien, en fait, il adorait cet environnement, donc il l'a retranscrit au cinéma. Donc, c'est pas pour rien aussi qu'on voit ça aussi également dans la plupart de ses réalisateurs. Lino Ventura est un grand fan de bouffe, et
c'est pas pour rien qu'on le voit aussi manger. Ah oui, mais non, mais la nourriture et Ventura, mais faut regarder sur YouTube tous les interviews de Lino Ventura sur la bouffe. Il y a des centaines d'anecdotes à raconter. C'est un délire extraordinaire. Et il y a évidemment bon, je pense que j'en parlerai plus en détail en dernière partie d'émission, mais il y a la grande bouffe qui ne parle que de cuisine, tout simplement, qui en parle de manière mortifère, d'ailleurs. Et c'est extraordinaire. Ça a été un scandale absolu à ce moment-là de comparer la nourriture avec la mort. Ça ne se faisait pas, à part l'empoisonnement de la nourriture. Oui, voilà, le synopsis du film, en fait, va raconter l'histoire, en fait, de plusieurs quinquars, en fait, qui décident, en fait, de manger, même de baiser, en fait, jusqu'à la mort. Jusqu'à en crever, tout simplement. Notamment cette fameuse scène avec Michel Piccoli. Ah là. La mousse au chocolat est avancée. J'en dis pas plus. Non, mais c'est vrai que la cuisine, en fait, reflète aussi la personnalité et la condition sociale. Ça, on en a parlé, mais en fait, pour revenir un peu plus en profondeur, ça peut être par exemple une cuisine privée, ça peut être une cuisine domestique. On peut le voir qu'elle soit de façon sale ou très modeste. C'est un lieu, en fait, qui est mis en avant, en fait, selon la condition sociale, selon la condition du personnage dans la société, en fait. D'une façon de mettre en avant, en fait, le train-train quotidien, chose que l'on voit, par exemple, dans Amour de Haneke, en fait, en plus avec des personnages qui sont dotés d'Alzheimer, en plus. Donc ça montre aussi refléter cette difficulté, en fait, de la maladie. Parce que finalement, en fait, ne plus rien retrouver dans sa cuisine montre aussi également, en fait, la perte des repères totales dans ce film-là, notamment. C'est là où tu vois que les personnages disparaissent en tant qu'êtres humains. Et ça, ils se fondent dans le décor. C'est ça. Ils n'ont plus les capacités de vivre. Ils n'ont plus la capacité, en fait, de retrouver leurs repères, en fait. C'est surtout ça la force. Et dans ce film, et de montrer, en fait, à quel point l'Alzheimer est une chose terrible. Mais c'est vrai que, en fait, Sam Mendes, lui, avait réussi à détourner, en fait, l'unité et le bonheur familial à travers un film qui est American Beauty, notamment qui avec cette fameuse scène dans juste après la cuisine, donc la scène du dîner, en fait, où on voit finalement donc le personnage de Kevin Spacey aussi totalement sortir de ses gonds, en fait, et on va dire bâcler et sortir, en fait, toute cette haine et tout son dégoût, en fait, de ce qu'il a de sa vie de famille, en fait. Absolument. Il y a aussi ce moment déclencheur, en fait. Et généralement, ça se voit à travers la cuisine. Les ustensiles, en fait, peuvent également être mis en avant, en fait, par la mise en scène. Par exemple, un petit micro-ondes dans Gremlins. Peut-être très utile. Après, c'est vrai que dans les films d'action, la cuisine est remplie de couteaux, donc c'est très facile même de balancer de l'huile bouillante. Enfin, c'est une armurerie, en fait, une cuisine. Voilà, on retrouve le rapport physique, comme on en parlait juste avant, quoi. D'ailleurs, c'est une chose que sait très bien faire aussi Tarantino, avec notamment Kill Bill. Oui, exact. Il y a une grosse baston dans une cuisine. Au tout début. Tout début, c'est très possible. C'est ça, oui, c'est possible, c'est probable, c'est fait. Non, mais par exemple, oui, tous les ustensiles de cuisine, en fait, ont certaines utilités ou sont détournés, comme par exemple le frigo dans E.T. aussi. Le frigo, oui, c'est très possible. Oui, et dans Indiana Jones 4 aussi. Oui, c'est vrai. Oh, dis donc. Qui sert d'abri nucléaire. Ah, comme quoi la cuisine sauve des vies. Ah oui. Merci Spielberg. Non, mais c'est vrai quoi. Tu as raison sur cette fameuse séquence. Alors, donc on va donc terminer notre émission donc sur la cuisine au cinéma et un petit tour de table parce qu'on est que deux, hein, donc. On va se faire ça à l'ancienne. Oui, quel extrait se déroulant dans une cuisine préférez-vous dans l'histoire du cinéma? Eh ben, moi, je vais en prendre 2. Vas-y. Tout simplement 2. Tricherie, mais pour une bonne raison, parce qu'ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Le premier, on va le faire par ordre chronologique. Je vais prendre La Grande Bouffe, qui est un film sur la nourriture, un film sur la cuisine totale, sur... pas que. Ou pas que, mais c'est donc on a parlé du pitch tout à l'heure, des gens qui mangent à en crever littéralement, qui invitent des prostituées. C'est un film absolument malsain, qui dénonce la société de consommation avec une rare violence, qui a fait un scandale total à l'époque. Oui. Effectivement, on voit les personnages bouffer à n'en plus pouvoir, gonfler, même tu vois Piccoli qui a le ventre qui gonfle jusqu'à
jusqu'à sa toute dernière scène qui est à l'époque un scandale absolu. C'est une merveille de cinéma. Ne le regardez pas avec vos enfants parce que c'est vraiment pas un film pour les enfants. Mais j'ai adoré ce film. C'est un des plus représentatifs sur ce que la nourriture peut avoir de plus beau, parce que c'est quand même à chaque fois des repas très bien préparés. C'est Enzo je ne sais plus son nom, Tagnonito Nani, je sais plus. Ugo Tognazzi. Hugo Tognazzi, voilà, qui est un grand cuisinier qui prépare pour tout le monde des plats magnifiques, mais cette façon mortifère de les présenter à chaque fois et de le montrer avec presque douceur comment il se suicide en la mangeant, je trouve que sont les émotions et la métaphysique la plus profonde qu'on pouvait faire avec la nourriture à ce moment-là, dans les années 70. Marco Ferreri, surtout, qui est sorti en 1972. Marco Ferreri, qui était connu pour être un grand cinéaste qui faisait que des films à scandale. Effectivement, là, ça marche superbement bien. On n'a jamais fait quelque chose ne serait-ce que semblable. Après ça, tout simplement, c'est un ovni pur. Et en deuxième scène, totalement à l'opposé, je vais prendre la scène de la cuisine de Jurassic Park. Parce que ce qui est extraordinaire dans cette scène de cuisine, c'est que juste avant, tu vois les enfants en train de manger des espèces de petits gâteaux. Et ils voient l'ombre des vélociraptors arriver, ils se disent mince, on va se faire grignoter par des monstres dans 2 minutes, il faut qu'on aille se planquer. Ils se planquent où ? Ils se planquent dans une cuisine qui est totalement propre, c'est-à-dire que ils sortent d'un repas et ils rentrent dans une cuisine qui est totalement propre. Il n'y a pas une seule trace de nourriture ou de repas dans cette cuisine. Oui, parce que cette cuisine n'a quasiment jamais été utilisée. Parce qu'elle n'a jamais servi. Et c'est là où tu te rends compte que la nourriture, ce sont les enfants. Eh oui. Parce que ce sont eux c'est la seule chair en fait qui se présente, et tu vois les vélociraptors entrer grâce à un subterfuge humain, c'est-à-dire en actionnant une poignée, ce qui peut paraître tout con pour nous, mais qui pour les animaux... Et ici, ils ouvrent une porte. Ils ouvrent une porte, ce qui pour des animaux est normalement totalement impossible, mais on a déjà eu la preuve que... chiens, des chats. Des chiens, des chats, oui, bon, bref. Effectivement, tu as raison. C'est là où tu te rends compte que les enfants... Par contre, mettre la clé dans une serrure... Pardon. Ça on l'a pas encore fait avec des vélociraptors. Dans Jurassic Park World 3 peut-être. Non, je parle. Non, je rigole. Oui, mais c'est possible. Du prochain. Franchement, je m'attends à tout de leur part. Mais je vais vite terminer là-dessus. Mais c'est quand même très drôle de montrer une cuisine totalement propre où les enfants rentrent exprès dans des fours pour fermer la porte du four pour échapper aux vélociraptors et en fait se retrouver eux-mêmes nourriture. À l'opposé du repas dont ils sortent par rapport à des monstres. C'est une des scènes qui a été souvent reprise dans notamment Jurassic World 2 où on reprend exactement les mêmes recettes de cinéma, si je puis me permettre cette expression. Exactement. Et je trouve que ces deux scènes sont particulièrement représentatives de tout ce que la nourriture et la cuisine peut nous donner au cinéma. Voilà. C'est très beau ce que tu dis, Antoine. C'est gentil, c'est gentil. Et vous-même, monsieur ? Eh ben alors, je vais pas choisir dans la complication. J'ai choisi donc en fait un film de Scorsese, donc Les Affranchis, et la fameuse scène du Copacabana. Scène plan séquence. En plan séquence, scène absolument mythique, où donc le personnage de Henry Hill, Ray Liotta, donc va envoyer avec sa petite amie donc faire les tours de la cuisine pour pouvoir passer non pas devant l'entrée principale, mais passer par l'arrière-cour. Et enfin donc arriver sur le devant de la scène et avoir leur propre table de mise en place. Tu te rappelles, juste avant, je parlais du fameux rapport de force, en fait, ce que représente en fait le rapport de force à travers la cuisine, à travers la disposition des tables. Et ben en fait, la façon dont utilise Scorsese, par le biais de son sens de la mise en scène, par le biais de montrer plutôt de raconter, en fait, et par son utilisation technique de la Steadicam et du plan séquence, il le montre à la perfection là-dessus. Parce qu'en fait, finalement, donc ces personnages donc vont passer au-delà de la file, vont passer donc par la cuisine pour éviter d'attendre des places à disposition, que la personne fasse à l'entrée fasse le tri. Donc ils vont passer par la cuisine, ils vont montrer directement donc tous les travaux en fait que l'on voit à la cuisine, donc ils vont refaire un passage labyrinthique et pour se retrouver finalement à la sortie par rapport à la porte qui se trouvait en fait de l'autre côté du couloir de l'entrée principale. Donc c'est-à-dire qu'en fait au lieu de faire un tout droit, Henry Hill s'est démené à passer par la cuisine, faire un long zigzag pour pouvoir montrer en fait finalement
qu'il connaît le milieu, qu'il connaît le chemin et qui sait très bien où il va montrer en fait tout son rapport de force en fait et éblouir en fait sa future compagne. Son chemin accompli son et chemin la place accompli, qu'il occupe maintenant. Finalement, son chemin accompli en tant que mafieux et le chemin le chemin qui va l'amener directement sur le devant de la scène en lui ramenant une table supplémentaire qui n'était pas là à disposition pour les autres. Donc ça montre aussi toute cette force en fait. Et ça va en montrer aussi son rapport en fait comment Karen, donc personnage de Lorraine Bracco, donc qui va donc le suivre et qui va donc finalement montrer la suite de ce que va être le film, c'est-à-dire accepter en fait sa condition accepter et suivre sa condition en fait de luxe, mais sa condition de mafieux. En fait, il y a aussi cette subtilité que l'on peut retrouver finalement par le biais de cette mise en scène de Scorsese, et je trouve que ça montre à la perfection en fait via ce plan séquence et puis le fait tout simplement de raconter en fait, de montrer plutôt que de raconter en fait. En fait, il réussit, il aurait pu démontrer ce qu'Henry était un homme puissant, influent à travers une série de dialogues, mais en fait toute cette séquence montre en fait en très peu de temps en fait toute la réussite d'Henry à travers cette mission-là, quoi. C'est une des scènes les plus représentatives du film, qui est lui-même un des films les plus représentatifs de l'histoire des films de mafieux. Voilà. C'est vrai que c'est les. Et si vous voulez en savoir plus sur cette séquence, je vous conseille donc le bouquin de Scorsese en 10 scènes de Tim Grierson aux éditions Larousse. Pour le coup, donc on va s'arrêter là-dessus avec le morceau, d'ailleurs que l'on entend durant cette séquence, donc un morceau des Crystals, donc de Vladimir Cosma. Vladimir Cosma Crystals, voilà. Donc merci Antoine. Merci pour cette émission. On revient donc la semaine prochaine. Merci Pierre à la régie et bien évidemment donc à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org